le chef de l'État a présenté un phénomène. Je vous dis, ce n'est pas Dachwa qui le dit. Oui, c'est une conseillère régionale qui le dit. Oui. Conseillère régionale du Sud, je n'ai pas envie de citer son nom ici. Tout à fait. Donc le chef de l'État a présenté un phénomène à la jeunesse camerounaise comme modèle. Est-ce cela que l'on attend aujourd'hui de ce chef d'État? Vous avez tout à l'heure parlé entre autres, et j'ai entendu M. Meka s'y mettre avec grande joie. Vous savez, M. Meka, dans ce pays, ce qui est magique et formidable, c'est ce décalage qu'il y a entre tout ce qu'on nous annonce et ce qui est en réalité fait sur le terrain. Je ne parle même pas de promesses non tenues, parce que et vous l'avez confirmé, il nous traite de personnes aujourd'hui qui viennent avec des promesses fallacieuses. Bon, moi j'aurais pu rappeler à M. Biya. Ah bon, c'est à vous qui s'adresse? Mais écoutez, vous savez... Parce qu'il n'a pas cité nos noms. Oui, mais comme d'habitude, il ne citera jamais. Quand il parlait à l'époque des vendeurs d'illusions, apprentis sorciers et tout le reste, on a un chef d'État qui n'a jamais respecté, d'accord, une opposition digne de ce nom au Cameroun. Je pense qu'il a toujours été dans cette condescendance de super chef d'État, créateur du ciel et de la terre, et pour qui, si ce n'est pas lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Quand lui parle de promesses fallacieuses, moi je voulais lui dire que c'est lui qui a annoncé un complexe industriel-portuaire à Kribi. Nous attendons toujours le complexe. C'est lui qui a parlé du grand complexe d'Olembe. Nous attendons ne serait-ce que le stade. Nous attendons toujours. C'est lui qui avait, pour dire qu'il accompagnerait le complexe industriel-portuaire de Kribi, il avait annoncé l'aéroport à Kribi. Je pense que ça également, nous attendons toujours. C'est lui qui avait annoncé l'extension du chemin de fer qui irait pratiquement jusqu'au Tchad et qui aurait dû générer à peu près sur l'ensemble du projet plus de 100 000 emplois. Nous attendons toujours. Alors, nous avons, nous, des propositions qui sont concrètes. C'est des engagements que nous prenons avec le peuple camerounais. Je dis bien des engagements. Ce ne sont pas des promesses. Quand nous disons que nous allons ramener le litre de carburant à 480 francs, sauf si M. Biya ne sait pas comment fonctionne l'économie du pétrole, avec toutes les démonstrations que nous avons faites, les Camerounais comprennent que là, on est dans quelque chose de concret, accessible à tout le monde. Pas besoin d'être sorti à la Havane pour comprendre pourquoi le carburant coûterait 480 000 francs, 480 francs, pardon, le litre, et qu'aujourd'hui, je me rappelle, j'étais sur un plateau avec, évidemment, André Meka, quand il y avait eu l'incendie de notre raffinerie, la Sonara. Je crois, je doute bien qu'il se rappelle. Quand je lui disais, moi, Dachwa, compte tenu de nos expertises au sein du MRC, quand je lui disais qu'il était impossible qu'on puisse réhabiliter la Sonara avant 5 ans, M. Meka, dans son sport favori, avait dit aux Camerounais, pris l'engagement que cette raffinerie serait réhabilitée au bout de 3 mois. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Je m'en souviens. Par contre, c'est eux. Il dit qu'il s'en souvient pas. Bien sûr, il ne s'en souvient jamais. Il ne s'en souvient jamais. Je ne perdais pas mon temps. Je ne perdais pas mon temps de parole, monsieur Meka. Vous ne perdez pas mon temps de parole. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Il y a eu un débat sur l'importance de l'incendie. Quand nous annonçons, sur les acteurs, quand nous annonçons, nous prenons l'engagement de faire une raffinerie de dernière génération, évidemment parce qu'eux, ils ne savent pas faire. Ils pensent que les choses les plus normales sont les choses extraordinaires. D'où M. Biya utilise des expressions comme promesses fallacieuses. Qu'est-ce qui est fallacieux? Quand nous disons que ce n'est pas normal avec le potentiel énergétique que le Cameroun a aujourd'hui, ce n'est pas normal
qui est le déficit. Déficit que nous constatons depuis plus de 40 ans, qu'ils n'ont pas pu résorber. Vous pensez qu'il faut aller à l'école des mines de Centrale de Paris pour remonter le niveau en fourniture de l'énergie au Cameroun? Non. C'est une question de volonté. Et c'est des choses sur lesquelles nous avons pris des engagements. Ce n'est pas des promesses fallacieuses. Et tout ce que nous demandons aux Camerounais, et comme je ne cesserai jamais de le demander, c'est qu'ils aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales et qu'ils aient la possibilité de donner une autre chance à un autre Camerounais, autre que Biya, pour que les gens comprennent que les choses les plus normales ne sont forcément pas extraordinaires, M. Mika. Il y a aujourd'hui dans le présidium de Mercedes, un Camerounais. Et les gens sont là à nous dire, oh, si M. Paul Biya meurt, on est foutu, il n'y a personne qui peut faire. Il fait quoi? Comme on dit au quartier, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et on a vu. Avant ça, sur le plan de la forme, vous voyez, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu. Ça me gêne un tout petit peu, d'autant plus que sur ce plateau, ou alors celui de Serge Alain Autou, j'avais écouté un communicant du RDPC traiter les populations du Grand Nord de bétail électoral. Et je pense qu'aujourd'hui, cela se justifie par l'attitude même du ministre d'État SGPR. Je l'ai vu il y a quelques jours au Palais des Sports, avec un costume pratiquement 6 pièces, en train de s'adresser à la jeunesse. Je vous dis, un costume pratiquement 6 pièces, au Palais des Sports, en train de s'adresser à la jeunesse. Sauf que dans l'extrême nord, j'ai retrouvé un ministre d'État SGPR, je ne vais pas dire en caleçon, mais je pense que devant le parterre qu'il attendait, et si vous prêtez attention, vous remarquerez que ces gens étaient vraiment habillés en tenue d'apparat, comme on dit, avec tous leurs différents attributs d'élus. Mais le SGPR se présentait ainsi, ça m'a donc rappelé justement cette fameuse phrase sur le bétail électoral. Ça veut dire que pour le RDPC, ils n'ont aucune considération pour nos frères du Grand Nord. Je le dis d'autant plus que la dernière fois où le chef d'État y a été, où le chef d'État, je vous l'ai dit, leur président y a été, c'était en 2018, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, une campagne qui avait duré à Maroua 7 minutes. 7 minutes, c'était le record de tout ce qu'on avait vu jusque-là comme quelqu'un qui prétend ou alors recherche les suffrages d'un peuple. C'était déjà assez insultant. Il ne vous a pas échappé que dans cette vidéo, pour que vous compreniez bien mes propos, vous avez dû entendre Ngongo c'est qui? Et vous avez aussi entendu, mais Paul Biya lui-même est où? Je pense que c'est toute la population camerounaise aujourd'hui qui se pose ces questions. Ngongo gouverne en tant que qui? Paul Biya lui-même est donc où? Pour être plus concret, les populations de l'extrême nord, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, populations que nous connaissons très bien, parce que je peux vous dire que de 2016 à 2018, le président candidat, professeur Maurice Kamto, a fait le tour de toute cette région. Et qu'est-ce qui nous est revenu? Ce qui nous est revenu, c'est que contrairement au petit mot de baratin du RDPC qui qualifie cette région de fille aînée du renouveau et je ne sais pas moi trop quoi, ce que nous avons constaté, c'est que l'extrême nord aujourd'hui, et ce n'est pas les populations de là-bas qui me démentiront, l'extrême nord fait partie de l'une des régions les plus abandonnées par M. Paul Biya. J'en veux pour preuve. Si vous prenez une route, je pense qu'Aristide sort de là, je tiens d'ailleurs à le féliciter pour tout ce qu'il fait dans le cadre citoyen. Si vous prenez une route comme Mora, Dabanga, Kousseri, qui est une route d'à peine 250 km, en saison pluvieuse, vous faites cet itinéraire en 2 jours. En saison sèche, il faut compter en moyenne 15 heures de temps. Quand on a des populations
qui vivent ce cauchemar-là au quotidien, pourquoi ne voulez-vous pas avoir des mouvements d'humeur comme les mouvements que vous avez vus? Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la Sémerie. Oh, quelle catastrophe, quel désastre. Si M. Aïdjo pouvait être encore en vie pour voir ce que M. Paul Biya a fait de la Sémerie, je pense qu'il passerait des journées à couler des larmes. La Sémerie, avec son potentiel de l'époque, la Sémerie aujourd'hui est réduite à avoir un potentiel qui tourne autour de 60 000 tonnes de riz pour un besoin interne évalué à pratiquement 600 000 tonnes de riz. Le Cameroun continue aujourd'hui à importer du riz pour pratiquement plus de 300 milliards. On nous annonce parfois des subventions de la Sémerie et quand vous allez regarder de très près, je pense qu'il y avait un ministre qui disait en Mondovision qu'il y a des subventions qui partaient de Yaoundé mais n'arrivent jamais à l'extrême nord et restent à Yaoundé. Yao Abdoulaye. Voilà. Donc, quand vous avez des populations comme celle-là qui souffrent au quotidien, je profite simplement de la tribune que vous m'offrez pour leur réitérer ce que nous leur disons depuis 2012, que nous avons martelé en 2018 pendant la campagne présidentielle. Des engagements qui sont relayés au quotidien, que ce soit par notre premier vice-président Mamadou Mouta ou par notre régional dans l'extrême nord, le docteur Boucher, que nous prenons l'engagement solennel. Je pense que le président candidat Maurice Kamto l'a dit à plusieurs reprises. L'extrême nord, pour nous, est une urgence. Urgence sur le plan infrastructurel. Nous l'avons dit dans notre programme, parce que les gens nous disent que nous n'avons pas de programme. Nous l'avons dit dans notre programme présenté aux Camerounais, que chaque année, nous mettrons une enveloppe entre 800 et 900 milliards pour des infrastructures routières dignes de ce nom. Et parmi ces infrastructures, l'urgence pour nous est à la construction, pas d'une route, pas à la réhabilitation d'une route, à la construction d'une autoroute. Gaoundéré, Garoua, Garoua, Maroua, Maroua, Kousseri. Pour diverses raisons. Parce que non seulement cet axe-là est un axe qui nous permet aujourd'hui de pouvoir commercer avec nos frères voisins tchadiens. Et lorsque l'on connaît le flux aujourd'hui en termes de trafic partant du port de Douala pour Djamena, c'est vraiment soit c'est un aveu d'impuissance, ou encore, moi je ne voudrais pas ici faire le procès politique du NDPC, mais pour moi c'est des flagrants délits d'incompétence et d'échec. Parce que je ne comprends pas pourquoi il est évident que nous avons un axe qui peut ramener des recettes fiscales dans notre assiette du fait du transport des marchandises et que cet axe-là ne soit pas valorisé. C'est entre autres les raisons pour lesquelles les élus, heureusement, RDPC de l'extrême nord ont exprimé leur ras-le-bol. Okay. Donc, ce qu'il y a comme solution, au lieu que M. Paul Biya, qui, officiellement, on va le dire comme ça, a été élu pour conduire les destinées, d'accord, de ce pays, au lieu qu'il se contente de couper des gâteaux tous les jours dans ses différents palais, le mieux pour lui serait de prendre l'avion, d'aller à l'extrême nord, rencontrer les populations s'il en a encore la capacité et pouvoir voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre leurs problèmes. Alors, je voudrais poser une question puisque effectivement dans les vidéos qu'on a vues, on voit bien que la tenue dans laquelle le SGPR... Alors, est-ce que cela ne pourrait pas s'expliquer par le fait que le SGPR part de Yaoundé pour une mission précise, avec des sites précis qu'il voudrait visiter pour justement avoir des informations précises sur la démarche qu'il faut peut-être mobiliser. Est-ce qu'il était allé dans l'extrême nord dans le sens d'organiser des audiences
et discuter avec des gens, peut-être qu'à ce moment, Je vous réponds. il aurait, permettez que je termine la question. Le fait qu'il soit justement dans cette tenue-là montre qu'il allait sur le terrain. C'est quoi? Lorsqu'on va sur le terrain, n'est-ce pas, des inondations, les violences de toutes sortes de la nature, on n'y va pas en costume 6 pièces, pour reprendre l'expression que vous avez. Alors, vous savez, j'ai vu le même ministre d'État SGPR aller à l'inauguration, je ne sais pas moi, d'un institut, je ne sais pas, de beauté ou de quoi. Je ne vais pas citer la personne propriétaire de cet institut, mais je l'ai vu une fois de plus en costume 6 pièces. Vous savez, nous allons tous... C'est dans le cas de l'extrême nord. Nous allons parler je ne sais pas ce que vous appelez, je ne sais pas ce que vous appelez zone sinistrée. D'accord? Je vous dis qu'à défaut d'un costume 6 pièces, quand on veut respecter les gens, il y a une autre façon de s'habiller. Il aurait pu s'habiller en boubou, comme tous les élus qui étaient là. Très bien. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. D'abord, le temps d'avoir l'avis de Edmond Kamgia là-dessus. Edmond, au finish, il y en a, je crois que celui qui doit peut-être s'y réjouir un tout petit peu, ça doit être l'évêque de Yagua. On se souvient que dans une sortie récente, une sortie vraiment véhémente, il avait critiqué la situation catastrophique dans laquelle se trouve cette partie-là. Aujourd'hui, le fait que le SGPR aille en mission commandée dans cette partie du pays, est-ce que cela ne traduit pas que, bon, finalement, quand même, à Yaoundé, on écoute et on prend des dispositions pour que la situation s'améliore? Ce qui m'étonne dans ce pays, c'est l'attitude du gouvernement, l'attitude de ceux qui nous dirigent, leur réaction par rapport aux problèmes qui sont posés dans les régions du pays. Ils se comportent généralement comme si ils sont toujours surpris, comme s'ils ne savaient pas qu'il y a un problème qui se pose dans la région concernée. Chaque fois, c'est la défensive, c'est la réaction, ce n'est jamais la prévention, ce n'est jamais l'anticipation, ce n'est jamais l'écoute attentive en vue de régler un problème qui se pose. J'introduis mon propos par cela pour dire qu'en réalité, ce qu'on appelle la fille aînée du renouveau, c'est-à-dire la région de l'extrême nord, souffre depuis très longtemps. La fille aînée du renouveau est mal en point. Elle a eu des occasions de le dire, de le redire. Et cette fois-ci, ce n'est pas la dernière. J'ai en mémoire l'image, une image forte de la visite du président Paul Biya à Maroua pendant l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Son discours de 7 minutes. J'ai suivi attentivement à la CRTV son discours et j'ai vu l'attitude de la population. J'ai lu les écriteaux et les banderoles. Et il y en a une qui a attiré mon attention. Que la CRTV a rapidement refusé de faire repasser parce que le message était fort. Vous savez ce qui était écrit sur une banderole pendant le discours de 7 minutes du président Paul Biya à Maroua? Nous ne sommes pas des moutons. C'est ce qui était écrit sur la banderole. C'est passé rapidement à la CRTV. Et après, ils ne l'ont plus jamais remontré. Nous ne sommes pas des moutons. C'est ce que j'ai lu. J'ai vu pendant l'élection présidentielle en 2018. Parfois, quand j'essaie de comprendre pourquoi le discours chef de l'État a été bref, je me dis peut-être il a vu, comme moi, cette banderole. Il a écouté son discours, il est rentré à Yaoundé. Maintenant, rentrons dans le sujet. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, est allé voir de près, envoyé en mission par le président de la République, ce qui se passe en vue de trouver une solution durable aux frustrations, au mécontentement, à la colère qui grogne dans l'extrême nord. Je rappelais ce qui s'est passé en 2018. Et nous sommes en 2025. Une autre échéance, grande échéance, avec grands enjeux, l'élection présidentielle. Et on sait ce qui s'est passé depuis qu'il y a des sinistrés
de grands sinistrés, je précise bien de grands sinistrés dans l'extrême nord. Parce qu'il y a eu régulièrement, chaque année, après les inondations, des sinistrés. Mais cette fois-ci, c'est des grands sinistrés auxquels les réponses apportées n'ont pas donné satisfaction à nos frères et sœurs de l'extrême nord. Pire, on nous annonce que l'argent a été envoyé par le président de la République pour résoudre les problèmes des sinistrés et l'argent aurait disparu entre Yaoundé et Maroua. C'est-à-dire, cet argent n'a pas été véritablement, n'est pas arrivé sur le terrain et n'a pas servi pour aider les sinistrés dans leurs nombreux problèmes qu'ils connaissent de santé, de maladies, de recasement. Nous savons dans quelles conditions et pourquoi les inondations récentes ont été plus graves que celles des années antérieures, notamment avec la digue. La digue qui non seulement s'est fissurée, mais on a eu des éléments qui montrent qu'on aurait pu empêcher que cette digue ne cède définitivement. Malgré, et ça il faut revenir là-dessus, malgré les rapports des différentes autorités déconcentrées, l'administration, selon nos informations, les autorités de l'administration, chacun à leur niveau aurait fait leur travail. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les rapports des autorités administratives, des sous-préfets, des préfets et du gouverneur arrivent véritablement sur la table du ministre de l'administration territoriale et dans les délais suffisants pour pouvoir examiner, évaluer et réagir de manière efficace à ces problèmes-là, à ces problèmes de protection civile, à ces problèmes de sécurité de nos frères et sœurs de l'extrême nord. Voyez-vous, l'extrême nord, la fille aînée du renouveau, est très malade. Très malade parce que Yaoundé n'apporte pas les solutions à ces problèmes dans les délais les plus rapides. C'est pour cela que les vidéos qui ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait encore d'autres vidéos que nous allons voir prochainement, avec la même arme, la même colère. Et la plus récente, c'est celle de ces populations qui disent non, ce parc-là, nous n'en voulons pas. Le tracé, il ne faut pas que le tracé empêche aux populations de cultiver et de s'assurer que leurs cultures ne seront pas dévastées par les animaux. Parce qu'il faut faire une priorité entre l'animal et l'homme. Dieu a créé l'homme. Là, je rentre, n'est-ce pas, dans la Genèse et peut-être dans l'Écriture sainte pour dire, c'est-à-dire le seul être vivant que Dieu a créé pour lui-même, c'est l'homme, c'est l'être humain. Il lui a donné le pouvoir de commander sur toute la nature, sur tous les autres êtres vivants, que sont les plantes, les animaux. On ne peut pas privilégier l'animal sur l'homme par rapport à l'homme. Il faut des débats sérieux. Là où ces débats doivent se faire, c'est-à-dire au Parlement. Mais ce Parlement au Cameroun, Assemblée nationale et Sénat, ils ne se sont jamais occupés des questions humaines fondamentales. Et je n'ai cessé de rappeler une chose. Je suis malheureux de savoir que mon pays, qu'on appelle le Cameroun, n'a jamais mis sur la table au Parlement camerounais la crise anglophone qui s'est transformée en guerre. Angèle Lebon-Dachua, d'où vient-il donc que les gens disent que le président de la République répète la même chose? D'où vient-il que les gens pensent donc que le Renault ne fait rien pour les jeunes? Ben écoutez, c'est pas à moi qu'il faut demander. J'ai 54 ans et je pense pas que je fasse partie de la tranche d'âge à laquelle le président Paul Biya s'adresse. Mais comme nous sommes très proches des populations, notamment des populations jeunes, nous avons eu donc la possibilité d'avoir le retour donc, de ces jeunes après le discours du chef de l'État. Moi, je vais commencer par... Je pense que c'est dans les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, quand on dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont fatigués d'écouter parce qu'ils ont écouté tellement pendant longtemps que tout ce qui s'est passé aujourd'hui
c'est que M. Paul Biya est toujours au pouvoir. Moi, j'ai vu un chef d'État émoussé, fatigué, déconnecté. Sinon, comment comprendre qu'en 2025, année où le monde, dans sa globalité, où les jeunes dans le monde font face à un ensemble de défis, je ne comprends pas comment un chef d'État puisse commencer un discours en félicitant la qualification des Lions indomptables. Une qualification des Lions indomptables à la phase finale de la CAN est la chose la plus banale qui soit. C'est la 21e fois là que nous sommes qualifiés depuis qu'on a mis en place cette compétition en 1970. En quoi est-ce qu'aujourd'hui cela est un fait majeur? J'entends une réponse à Gilbert Mondachua. Rappelez-vous que dans le discours 10 février 2024, il se plaignait justement de ce que ces lions qui font la fierté et qui sont un modèle pour les jeunes avaient fait une contre-performance en Côte d'Ivoire et il demandait justement à ces jeunes-là de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler. Est-ce que par parallélisme, ce ne serait pas intéressant qu'il commence justement son discours en disant « Ah, je vous l'avais dit, ces lions... » Qu'il a tenu sa promesse, en fait. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous sommes en 2025. Je ne vois pas en quoi le football peut être quelque chose qui soit un élément de focus pour un chef d'État. Qu'il y a eu des ordres après le bicéphalisme qu'on a connu à la tête des Lions indomptables, double, deux staffs techniques, enfin, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Nous voulons avoir aujourd'hui une jeunesse bien formée. Nous voulons avoir aujourd'hui une jeunesse à qui nous donnons des capacités à aller affronter ce dont je parlais, qui est la compétition internationale. Nous voulons avoir des jeunes en qui on peut faire reposer un espoir, comme faire de lance d'un entrepreneuriat maîtrisé et contrôlé. Ça nous éviterait, et je pense que vous allez peut-être revenir là-dessus aujourd'hui, là où je parlais de chef d'État déconnecté. Vous avez vu toute la polémique qu'il y a aujourd'hui autour de personnes, enfin une en particulier qui l'aurait cité comme exemple à suivre pour la jeunesse. Personne n'arrive à comprendre comment faire. Pour nous, hein, qui aspirons quand même à gouverner ce pays, nous imaginons, parce que nous, on essaye de comprendre tous les jours comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas mettre dans le discours d'un chef d'État un nom sans que ce chef d'État ait la possibilité d'aller faire des recoupements. Il a quand même un ensemble de services spécialisés pour ça, des renseignements pour cela. Comment on a fait citer à un chef d'État quelqu'un qui aujourd'hui, et ce n'est pas Dachua qui le dit, moi je reprends ici les termes d'une conseillère, pas moins, conseillère régionale, dans la région du Sud, région dans laquelle cet entrepreneur exerce. Je ne parle même pas de l'affiliation de cette conseillère régionale. Comme pour vous dire que c'est quand même des choses à prendre avec crédibilité. Donc il en revient aujourd'hui, qu'on nous a présenté, que le chef de l'État, il faut que les jeunes le retiennent, que le chef de l'État a présenté un phénomène. Je vous dis, ce n'est pas Dachua qui le dit. Oui, c'est une conseillère régionale qui le dit. Oui. Conseillère régionale du Sud, je n'ai pas envie de citer son nom ici. Tout à fait. Donc le chef de l'État a présenté un phénomène à la jeunesse camerounaise comme modèle. Est-ce cela que l'on attend aujourd'hui de ce chef d'État? Vous avez tout à l'heure parlé entre autres, et j'ai entendu M. Meka s'y mettre avec grande joie. Vous savez, M. Meka, dans ce pays, ce qui est magique et formidable, c'est ce décalage
qu'il y a entre tout ce qu'on nous annonce et ce qui est en réalité fait sur le terrain. Je ne parle même pas de promesses non tenues, parce que il nous, et je vous l'avais confirmé, il nous traite de personnes aujourd'hui qui viennent avec des promesses fallacieuses. Bon, moi j'aurais pu rappeler à M. Biya. Ah bon, c'est à vous qu'il s'adresse? Mais écoutez, vous savez, parce qu'il n'a pas cité nos oui, mais comme d'habitude, il ne citera jamais. Quand il parlait à l'époque des vendeurs d'illusions, apprentis sorciers et tout le reste, on a un chef d'État qui n'a jamais respecté, d'accord, une opposition digne de ce nom au Cameroun. Je pense qu'il a toujours été dans cette condescendance de super chef d'État, créateur du ciel et de la terre, et pour qui, si ce n'est pas lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Quand lui parle de promesses fallacieuses, moi je voulais lui dire que c'est lui qui a annoncé un complexe industriel-portuaire à Kribi. Nous attendons toujours le complexe. C'est lui qui a parlé du grand complexe d'Olembe. Nous attendons ne serait-ce que le stade. Nous attendons toujours. C'est lui qui avait, pour dire qu'il accompagnerait le complexe industriel-portuaire de Kribi, il avait annoncé l'aéroport à Kribi. Je pense que ça également, nous attendons toujours. C'est lui qui avait annoncé l'extension du chemin de fer qui irait pratiquement jusqu'au Tchad et qui aurait dû générer à peu près sur l'ensemble du projet plus de 100 000 emplois. Nous attendons toujours. Alors, nous avons, nous, des propositions qui sont concrètes. C'est des engagements que nous prenons avec le peuple camerounais. Je dis bien des engagements. Ce ne sont pas des promesses. Quand nous disons que nous allons ramener le litre de carburant à 480 francs, sauf si M. Biya ne sait pas comment fonctionne l'économie du pétrole, avec toutes les démonstrations que nous avons faites, les Camerounais comprennent que là, on est dans quelque chose de concret, accessible à tout le monde. Pas besoin d'être sorti à la Havane pour comprendre pourquoi le carburant coûterait 480 000 francs, 480 francs, pardon, le litre, et qu'aujourd'hui, je me rappelle, j'étais sur un plateau avec, évidemment, André Meka, quand il y avait eu l'incendie de notre raffinerie, la Sonara. Je crois, je doute bien qu'il se rappelle. Quand je lui disais, moi, d'Achua, compte tenu de nos expertises au sein du MRC, quand je lui disais qu'il était impossible qu'on puisse réhabiliter la Sonara avant 5 ans, M. Meka, dans son sport favori, avait dit aux Camerounais, pris l'engagement que cette raffinerie serait réhabilitée au bout de 3 mois. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Je m'en souviens. Par contre, c'est eux. Il dit qu'il s'en souvient pas. Bien sûr, mais enfin, ils ne s'en souviennent jamais. Ils ne s'en souviennent jamais. Je ne perdais pas mon temps. Je ne perdais pas mon temps de parole, monsieur Meka. Vous ne perdez pas mon temps de parole. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Il y a eu un débat sur l'importance de l'incendie. Quand nous annonçons, sur les acteurs. Quand nous annonçons, nous prenons l'engagement de faire une raffinerie de dernière génération, évidemment parce qu'eux, ils ne savent pas faire. Ils pensent que les choses les plus normales sont les choses extraordinaires. D'où M. Biya utilise des expressions comme promesses fallacieuses. Qu'est-ce qui est fallacieux? Quand nous disons que ce n'est pas normal avec le potentiel énergétique que le Cameroun a aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'il y ait le déficit. Déficit que nous constatons depuis plus de 40 ans, qu'ils n'ont pas pu résorber. Vous pensez qu'il faut aller à l'école des mines de Centrale de Paris pour remonter le niveau en fourniture de l'énergie au Cameroun? Non. C'est une question de volonté. Et c'est des choses sur lesquelles nous avons pris des engagements. C'est